Bon, on était rendu aux manifestations cliniques, surtout de la fin de vie, là. C'est ce qui est le plus important à être en mesure de reconnaître, puisque au début des soins palliatifs, les manifestations cliniques sont complètement différentes. Là, on parle vraiment de la fin de vie, quand il reste des minutes, quelques heures à vivre, là, comme ça. Alors, on parle de la peau qui va être froide, qui va être moite, qui va être marbrée. Dans la prochaine diapositive, là, je vous ai mis, on va aller la voir tout de suite. Alors, une photo de ce que ça aurait l'air, la marbrure. C'est dans le fond, c'est le sang qui tend à stagner dans la peau qui fait ces espèces de, de marbrure. Ça porte bien son nom au niveau de la peau. Quand on commence à voir ça chez un patient, la fin approche. Au niveau respiratoire, c'est des patients qui vont avoir une respiration qui est de plus en plus lente, de moins en moins profonde, mais qui, en fin de vie, vont présenter une respiration qu'on appelle de type Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes, là, quand on commence à voir ça, on le sait là, qu'il ne reste pas des semaines à vivre, il ne reste même pas des jours à vivre. D'habitude, c'est des heures. Tu sais, 24 heures, là, c'est pas mal ça. Une respiration Cheyne-Stokes, c'est une respiration dont l'amplitude va de très petite à très grande et il y a une pause d'apnée là, qui peut durer 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, 2 minutes et la respiration reprend. Grande amplitude, l'amplitude diminue, elle recommence à grossir, on a une pause. Alors, ça va avoir l'air de même la fréquence va être plus rapide à un moment donné. Puis là, il y a une apnée qui peut durer des secondes, voire des minutes. Puis là, ça repart. Et je vous ai mis une vidéo, ça vaut la peine d'aller le voir. C'est le vidéo, là, il est vraiment très typique de la respiration Cheyne-Stokes. Donc, la respiration Cheyne-Stokes, c'est une respiration dont l'amplitude va passer de petite à grande, la fréquence va passer de petite à grande et il va y avoir des pauses. Ensuite de ça, au niveau de la respiration, il va aussi y avoir beaucoup d'accumulation, ou il pourrait y avoir beaucoup d'accumulation de sécrétion. Et on sait que les patients en fin de vie ont de la difficulté, premièrement, à tousser parce que leur force physique est diminuée. Leurs cils les cils dans les poumons ne fonctionnent pas adéquatement. C'est des patients qui sont couchés pour des longues périodes, donc ils vont accumuler beaucoup de sécrétions et ça va leur causer de grands inconforts parce qu'ils ne sont pas capables de s'en débarrasser de ces sécrétions-là. On ne veut pas nécessairement les aspirer parce que c'est quand même une méthode de soin qui est invasive et qui est inconfortable. À la place, on va utiliser ce qu'on appelle la scopolamine en injection. Et puis, c'est un produit anticholinergique qui, de par ses effets secondaires, va assécher les sécrétions. Donc, on l'utilise vraiment pour son effet asséchant sur les sécrétions. Et c'est vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Au niveau génito-urinaire, ils vont avoir une plus petite production d'urine, à la limite aucune production d'urine. Et puis s'il y en a, souvent ils sont incontinents. Donc, c'est des patients qu'il faut changer régulièrement parce qu'on veut qu'ils soient confortables. Donc, on ne veut pas qu'ils restent dans une culotte qui est mouillée, qui est humide. Mais est-ce qu'on va leur donner du liquide pour les obliger à avoir de l'urine? Est-ce qu'on va leur installer une intraveineuse pour pas qu'ils soient déshydratés? La réponse, c'est non. Le patient en soins fin de vie, là, à la limite à l'agonie, une des façons que le système a de s'autoprotéger, c'est d'arrêter la production d'urine pour diminuer l'inconfort. Donc, on ne veut pas donner de soluté à ces patients-là ou les obliger à boire parce que on augmenterait leur inconfort. On va leur faire des soins de bouche pour pas qu'ils aient la bouche trop sèche, mais on va pas les faire boire de force. La même chose au niveau gastro-intestinal, ils vont avoir peu ou pas d'appétit. Ils vont quand même continuer à avoir
une certaine quantité de sel parce que les sucs gastriques vont toujours continuer à être sécrétés, donc ils vont avoir peu de sel, mais ils vont quand même en avoir. Et s'ils mangent, il faut faire attention à la constipation parce que c'est des patients qui vont prendre des doses faramineuses de narcotiques pour soulager leur douleur et on sait que les narcotiques, ça constipe. Donc, si c'est un patient en fin de vie qui continue à manger, il faut vraiment s'assurer que le patient n'est pas trop constipé, n'est pas constipé pour s'assurer qu'il soit confortable jusqu'à la fin. Au niveau locomoteur, là, c'est des patients qui vont avoir tendance à être très faibles, ils vont même dormir la plupart du temps, ils vont avoir des périodes d'éveil, mais pas tant que ça. Ils peuvent avoir de la difficulté d'élocution, donc c'est difficile pour eux de parler et de demander ce qu'ils veulent. Donc, quand on évalue la douleur d'un patient palliatif, souvent on y va avec le faciès crispé, est-ce qu'il gémit. Il ne va pas nécessairement vous dire j'ai mal, je voudrais avoir ma prochaine dose de narcotique. Ils ne seront peut-être pas capables de vous le demander. Donc, il faut être en mesure de les évaluer adéquatement. Des patients qui peuvent souffrir de dysphagie aussi, donc c'est à surveiller quand c'est des patients qu'on essaie de faire manger encore. On n'oblige jamais un patient palliatif à manger ou à boire. Au niveau cardiovasculaire, ils vont avoir des signes vitaux qui sont plus bas, un pouls qui va être faible, qui va être difficile à sentir, une tension artérielle qui va peut-être augmenter s'il y a de la douleur, qui va peut-être être basse autrement. C'est selon le patient, chaque patient est différent. Au niveau du système nerveux, c'est des patients qui peuvent aller in and out d'un coma. Ils vont avoir des périodes où ils sont très endormis, des périodes où ils sont très éveillés, des périodes où ils sont agités. Ils peuvent avoir aussi ce qu'on appelle un regain d'énergie. Puis c'est souvent quelque chose, on le voit pas tout le temps, mais c'est souvent quelque chose qu'on voit juste avant la mort. Le patient était dans le coma, ça fait plusieurs jours qu'il boit pas, qu'il mange pas, qu'il dort tout le temps. Et tout d'un coup, il est réveillé, il fait plein de sens, il parle super bien, il jase avec sa famille, puis c'est comme si ça donnait un faux espoir à la famille. Puis il faut leur expliquer à la famille qu'il faut profiter de ce temps-là, mais que ça ne va pas durer, que le patient est en soins palliatifs et qu'il va mourir. Bien, on n'utilise pas nécessairement ces mots-là, mais il faut s'assurer qu'il profite du moment. Alors ça, c'est les marbrures. Alors, les interventions infirmières pour les patients palliatifs, votre première responsabilité, c'est de vous assurer que votre patient est confortable et non souffrant. Donc, on va évaluer régulièrement la douleur et on va soulager régulièrement avec ce qu'on a de prescrit. Il va y avoir des narcotiques, des patchs, des injections. On peut utiliser la chaleur, le froid, les massages, les changements de position. C'est vraiment pour s'assurer que notre patient est confortable. Donc, si on sait que notre patient gémit beaucoup quand on le change de position, bien, on va le changer de position après lui avoir donné une dose de narcotique pour être sûr que ce soit le plus confortable possible. On va évaluer régulièrement le délirium. Puis je sais que vous allez me dire que ça va être difficile à évaluer, mais c'est parce que les patients palliatifs, parce qu'ils prennent beaucoup de narcotiques, ont tendance à devenir toxiques aux narcotiques. Et le délirium, ça va se présenter souvent comme une agitation. Donc, le patient qui est très, très agité, on va mentionner au médecin parce que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer de molécule. Ils vont changer le narcotique pour quelque chose d'autre, pour continuer à soulager la douleur, mais changer de narcotique pour que le taux de toxicité du premier narcotique ait le temps d'être éliminé, puis on utilise un autre pour soulager la douleur. Donc, c'est vraiment important de renseigner les médecins quand nos patients deviennent agités parce que c'est un signe de délirium chez le patient en soins palliatifs. On va s'assurer que si notre patient est dysphagique, qu'on lui donnera plus de médicaments Péros, qu'on va trouver des alternatives aux comprimés. Il y a des liquides qui peuvent être utilisés, des suppositoires qui peuvent être utilisés. La plupart des médicaments qu'on leur donne, on peut leur donner en format injectable. Donc, on a toutes sortes d'options. J'ai parlé tantôt de la déshydratation. On ne force jamais un patient à boire. On n'installe jamais un intraveineuse sur un patient en soins palliatifs, même si la famille le demande. On va leur expliquer pourquoi on n'en met pas, mais on va leur faire des soins de bouche pour qu'ils soient le plus confortables possible. Pour au niveau respiratoire,
On va voir dans la prochaine diapositive qu'il y a un protocole quand il y a une détresse respiratoire. Là, je parle pas d'un patient qui est engorgé de sécrétion. C'est pas une détresse respiratoire, ça. Un patient qui est calme et qu'on ausculte puis qu'on entend des sécrétions, on va lui donner de la scopolamine pour que ses sécrétions soient soulagées. Mais quand il fait une détresse, c'est un patient qui devient très, très, très agité, qui était calme, il a 30 secondes, qui devient très agité, qui a de la difficulté à respirer, il respire rapidement, il respire profondément. Là, c'est important de le soulager puis de le soulager rapidement. On va lever la tête du lit. Si on a de l'oxygène au chevet, on va en mettre. Si on est capable de suctionner l'intérieur de la bouche, on va le faire. Et on va donner Oups, c'est pas tout de suite. Voyons. Je ne l'ai pas. Ah oui, ici. La triade médicamenteuse. Là, je parle pour une détresse respiratoire. Je vais revenir en arrière pour les autres diapositives. Pour une détresse respiratoire, on lève la tête du lit, on met de l'oxygène si on en a et on se dépêche à aller préparer la triade médicamenteuse qui contient un benzodiazépine pour relaxer le patient, un opioïde pour diminuer la douleur et un anticholinergique, la plupart du temps c'est de la scopolamine, pour enlever les sécrétions. Un coup que le patient va avoir eu ça, il va se calmer, il va être beaucoup plus confortable et souvent, la détresse respiratoire, ça vient juste avant la mort. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'après la triade, que le patient décide. C'est pas la triade qui a tué le patient, c'est la mort à l'arrivée, puis on a essayé que cette mort-là arrive dans un soulagement le plus possible. Alors, oui, c'est ici que j'étais rendue. Donc, au niveau, on continue dans les interventions infirmières. C'est sûr que ces patients-là vont être faibles, à la limite, ils vont dormir tout le temps. Donc, c'est des patients qu'il faut aider pour se tourner au lit, il faut aider s'ils s'alimentent encore, faut vraiment les aider dans toutes leurs AVQ. C'est des patients qui peuvent avoir des myoclonies. J'ai parlé tantôt de la toxicité des narcotiques. Ça va se présenter souvent en agitation ou en myoclonie. Myoclonie, c'est des contractions musculaires involontaires et puis c'est causé aussi par la toxicité des narcotiques. Donc, on va en parler. Si notre patient a beaucoup de myoclonie, premièrement, il y a des médicaments qu'on peut donner pour arrêter les myoclonies et on va changer, le médecin va changer la médication contre la douleur pour que le patient soit soulagé, mais qu'on arrête de le rendre toxique avec une certaine molécule. On va s'assurer, même si notre patient est en fin de vie, que ses téguments soient le plus intègres possible. La dernière chose qu'on veut, c'est qu'il meure d'un sepsis, d'une plaie de pression infectée. On veut pas ça. Donc, c'est des patients qui vont être couchés sur des surfaces de lit spéciales. On parle de lits à air souvent, des matelas à mousse mémoire très, très souples. On va les changer de position régulièrement. On va s'assurer que s'ils ont des incontinences, qui ne sont pas changées juste aux tournées, là. Ils sont changés quand ils sont mouillés le plus possible. On va essayer, tu sais, c'est des patients qui vont faire de l'anorexie, qui vont avoir des nausées, des vomissements. On ne force jamais un patient palliatif à manger, jamais, jamais. Par contre, si le patient palliatif vous dit, hey, j'ai le goût de manger X, Y, Z, là, peu importe ce que c'est, on essaye la plupart du temps de soulager leurs demandes et de leur apporter ce qu'ils veulent. Puis des fois, là, c'est des trucs très, très spécifiques, là. Je boirais une bière. Hey, faites apporter une bière par la famille, puis qu'ils en boivent un petit verre, si ça peut les soulager, puis leur apporter un petit réconfort en fin de vie, pourquoi pas? Ne jamais oublier que l'ouïe est le dernier sens à disparaître. Donc, même si on a l'impression que les gens ne nous entendent pas, même si on a l'impression qu'ils sont dans le coma puis qu'ils ne nous écoutent pas, ils nous entendent probablement. Donc, toujours soigner la personne comme si elle était éveillée. Toujours parler à la personne comme si elle vous répondait. Bonjour, monsieur Untel, je m'appelle Caroline, je m'en viens vous changer de position, j'espère que je ne vous ferai pas trop mal, laissez-moi le savoir. Puis pourtant, le patient est dans un coma puis il ne vous répond pas, mais c'est la dernière chose qu'il entend, c'est le dernier sens qui passe, c'est l'ouïe. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce niveau-là. Je vais arrêter la vidéo puis on continue dans la prochaine capsule.